Le marteau pneumatique brisa le mur victorien avec un fracas assourdissant. James Whitfield, superviseur de construction, s'approcha de l'ouverture et dirigea sa lampe de poche dans la cavité sombre. « Que diable !» murmura-t-il, reculant instinctivement. Thomas Brennan lâcha son marteau-piqueur et courut vers lui. « Qu'est-ce qu'il y a, chef ?»« Appelez la police, » dit James, la voix tremblante. « Maintenant. » À l'intérieur du mur, des os humains étaient organisés avec une précision chirurgicale, comme dans un cours d'anatomie, et au centre de la poitrine, un badge médical brillait sous la lumière de la lampe. Dr Victoria Ashford, disparue depuis 17 ans. Mais cette découverte n'était que le commencement d'un mystère qui révélerait des décennies de corruption, de meurtres dissimulés et une vérité si choquante qu'elle changerait à jamais la vie de tous les impliqués. Le son du marteau pneumatique résonnait dans la cour de l'ancien St Bartholomew's Hospital à Londres en cette matinée grise de mars 1992. James Whitfield, superviseur de construction, essuya la sueur de son front en observant son équipe démolir la morgue abandonnée de l'hôpital. La structure victorienne, construite en 1890, serait remplacée par un centre médical moderne. « Attention avec ce mur, les gars !» cria James aux deux ouvriers qui maniaient un marteau-piqueur. « L'hôpital veut préserver quelques briques originales pour le musée. » Thomas Brennan, vétéran de la construction avec 28 ans d'expérience, éteignit son outil et fit signe à James. « Chef, il y a quelque chose d'étrange ici, » dit-il, pointant vers une section du mur qu'il venait d'ouvrir. « Regardez ça. » James s'approcha, ajustant ses lunettes de protection. Là où il ne devrait y avoir que des briques et du mortier, une cavité avait été révélée. Ce n'était pas un défaut structurel. Quelqu'un avait délibérément créé cet espace caché. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura James, éclairant l'intérieur avec sa lampe de poche. Le faisceau de lumière révéla quelque chose qui le fit reculer instinctivement. Des os humains, organisés de façon méticulée, comme si quelqu'un avait monté un macabre puzzle anatomique. « Mon Dieu !» chuchota Thomas, se signant. « Il faut appeler la police. »« Ne touchez à rien !» ordonna James, sortant déjà le talkie-walkie de sa ceinture. « Isolez la zone, maintenant !» En quelques minutes, le chantier se transforma en scène de crime. L'inspecteur principal Margaret Thornton arriva accompagné d'une équipe médico-légale, ses cheveux gris attachés en un chignon sévère qui reflétait son expression déterminée. « Quel âge a cette partie de l'hôpital » demanda-t-elle à James, tandis que les techniciens photographiaient la cavité. « Cette aile a été fermée en 1978, » répondit James, consultant un dossier de documents. Avant cela, elle fonctionnait normalement depuis 1890. La morgue traitait tous les décédés de l'hôpital et quelques cas médico-légaux de la région. L'I.P. Thornton fit signe au docteur Patricia Wells, pathologiste médico-légale qui venait d'arriver sur les lieux. « Pat, j'ai besoin que vous me disiez à quoi nous avons affaire ici. » Le docteur. Wells, une femme méticuleuse de 45 ans, mit des gants chirurgicaux et s'approcha de l'ouverture. Avec une petite lampe de poche, elle examina soigneusement les restes mortels. « Margaret, ce n'est pas un enterrement ordinaire, les os sont disposés anatomiquement, comme dans un cours de médecine, et il y a autre chose. » Elle pointa vers une petite plaque métallique entre les côtes. « Il y a une identification ici, cela ressemble à un badge médical. » Avec des pinces délicates, le docteur Wells retira l'objet. C'était un badge du St Bartholomew's Hospital, émis en 1974. Le nom gravé sur la plaque fit hausser les sourcils à l'I.P. Thornton. Dr Victoria Ashford, pathologiste médico-légal. « Connaissez-vous ce nom ?» demanda Thornton. Le docteur Wells fronça les sourcils. « Victoria Ashford, ce nom me dit quelque chose. Laissez-moi consulter les registres de l'hôpital. » Pendant que l'équipe médico-légale continuait le travail méticuleux de documentation de la scène, l'I.P. Thornton fit quelques appels. 30 minutes plus tard, elle obtint des informations qui transformèrent son expression inquiète en quelque chose proche du choc. Le docteur Victoria Ashford a été signalée disparue en décembre 1975, dit-elle au docteur Wells. Elle travaillait ici à la morgue. Elle avait 34 ans, était considérée comme l'une des pathologistes les plus brillantes de Londres. Elle a simplement disparu un soir après son service, plus jamais revue. Le docteur Wells examina à nouveau les os avec une attention renouvelée. « Margaret, il y a quelque chose de profondément troublant ici.
La façon dont ces os ont été organisés n'est pas aléatoire. Quelqu'un avec des connaissances médicales a fait cela. Et il y a des marques sur les vertèbres cervicales qui suggèrent un traumatisme. Un traumatisme? Possiblement étranglement. Mais j'aurais besoin d'examens plus détaillés pour confirmer. Le docteur Wells fit une pause, regardant autour de l'ancienne morgue. Margaret, qui avait accès à ce lieu en 1975? Et, plus important, qui aurait eu les connaissances et l'opportunité de faire ceci? L.P. Thornton sortit un carnet jauni de sa poche. C'est exactement la question à laquelle je compte répondre, et quelque chose me dit que la réponse est enterrée aussi profondément que les os du docteur Ashford. L.P. Thornton gara sa Ford Escort devant l'adresse résidentielle qui figurait dans les dossiers du docteur Victoria Ashford. La maison géorgienne à Hampstead conservait son élégance originale, bien que les 17 années aient laissé des traces sur la peinture des fenêtres. Elle respira profondément avant de sonner. La porte fut ouverte par une femme d'environ 70 ans, cheveux blancs parfaitement arrangés et yeux bleus qui avaient dû être identiques à ceux de la fille disparue. « Madame Ashford, je suis l'inspecteur principal Margaret Thornton. J'aimerais parler de votre fille, Victoria. » Eleanor Ashford se figea un moment, la main encore sur la poignée. « Vous l'avez trouvée? Puis-je entrer? C'est une conversation que je préférerais avoir en privé. » L'intérieur de la maison était un sanctuaire de souvenirs. Des photographies de Victoria couvraient le buffet du salon, remise des diplômes en médecine, premier jour au St. Bartholomew's, un sourire radieux qui illuminait chaque image. Eleanor servit le thé dans de la porcelaine fine, ses mains tremblant légèrement. « J'ai toujours su que ce jour viendrait, » dit Eleanor, s'asseyant dans le fauteuil de velours bleu. Une mère sans ces choses. Victoria n'était pas du genre à simplement disparaître. Elle était trop systématique, trop organisée. « Parlez-moi des derniers jours avant la disparition, » demanda L.P. Thornton, ouvrant son carnet. Victoria était agitée depuis quelques semaines. Elle disait qu'elle avait découvert quelque chose au travail, quelque chose qui la préoccupait profondément. J'ai essayé de la faire parler, mais elle insistait qu'elle devait rassembler plus de preuves avant de prendre une quelconque action. Eleanor se leva et apporta une boîte en bois du bureau. « J'ai trouvé ceci dans son appartement, après qu'elle ait disparu. La police a examiné, mais ils ont dit qu'il n'y avait rien de pertinent. Dans la boîte se trouvaient les carnets de notes médicales de Victoria, tous datés de 1975. L.P. Thornton feuilleta les pages, notant l'écriture méticuleuse et les observations détaillées sur chaque autopsie réalisée. « Regardez ici, » dit Eleanor, pointant vers des notes prises en novembre 1975. Elle a commencé à écrire en code ces dernières semaines. Voyez, KJH, discordance significative. Schéma cohérent ces 3 derniers mois. Nécessaire de confronter DM demain. DM, questionna L.P. Thornton. Dr. Malcolm Hutchinson. Il était le pathologiste en chef à l'époque. Très respecté, travaillait avec Victoria depuis presque 2 ans. Elle l'admirait énormément. L.P. Thornton continua à lire. Les notes de Victoria devenaient progressivement plus cryptiques et urgentes. Dans une entrée datée du 10 décembre 1975, seulement 5 jours avant la disparition, elle avait écrit « Ne peut plus ignorer. Les familles méritent la vérité. DM ne peut continuer avec ceci. » Madame Ashford, votre fille a-t-elle mentionné quelque chose de spécifique sur des discordances dans les autopsies? Eleanor secoua la tête. Pas directement, mais je me souviens d'une conversation étrange que nous avons eue. Victoria disait que parfois, les rapports d'autopsie finaux ne correspondaient pas à ses observations initiales. Elle pensait que quelqu'un modifiait les documents. Le téléphone sonna, interrompant la conversation. Eleanor répondit et, après une brève conversation, revint avec une expression inquiète. « C'était Madame Henderson, ma voisine. Elle dit qu'il y a un homme qui se tient au coin depuis plus d'1 heure, observant ma maison. Un homme d'âge moyen, portant des lunettes. » L.P. Thornton se dirigea immédiatement vers la fenêtre. À travers les rideaux de dentelle, elle vit une silhouette masculine appuyée contre une Rover bleu foncé. Quand l'homme réalisa qu'il était observé, il monta rapidement dans la voiture et partit. Mais pas avant que L.P. Thornton note la plaque. HKM 847G. « Madame Ashford, avez-vous un endroit sûr où vous pourriez rester quelques jours? Un parent peut-être »
J'ai une sœur à Brighton. Mais pourquoi? Que se passe-t-il? Nous avons trouvé les restes mortels de Victoria ce matin. Et je soupçonne que quiconque est responsable de sa mort est toujours dans les parages, essayant possiblement de protéger de vieux secrets. Eleanor Ashford s'effondra dans le fauteuil, le poids de 17 années d'espoir s'écroulant finalement. Ma petite fille, ma pauvre petite fille. Je savais qu'elle était en danger. Elle avait découvert quelque chose de terrible, n'est-ce pas? Lippy Thornton tint les mains tremblantes de la dame âgée. Je vais découvrir la vérité, Madame Ashford, je le promets. Mais d'abord, j'ai besoin que vous alliez à Brighton aujourd'hui même et emporter ces carnets. Ils pourraient être cruciaux pour l'enquête. Pendant qu'Eleanor faisait ses valises, Lippy Thornton appela le central, demandant la vérification de la plaque HKM 847G et une protection discrète pour Madame Ashford pendant le voyage à Brighton. Quelque chose de bien plus grand commençait à se révéler. Le lendemain matin, Lippy Thornton arriva au St. Bartholomew's Hospital à 7h30, déterminé à découvrir plus sur les derniers jours de Victoria Ashford. L'administrateur de l'hôpital, M. Gerald Pemberton, un homme corpulent de 55 ans avec une moustache grise, l'a reçu dans son bureau rempli de certificats et de photographies historiques. Inspecteur principal, je dois dire que nous sommes tous choqués par cette découverte. Le docteur Ashford était une professionnelle exceptionnelle. Sa perte fut dévastatrice pour le département de pathologie. Monsieur Pemberton, j'ai besoin de tous les registres du personnel de 1975, spécialement du département de pathologie. Je veux aussi la liste de tous ceux qui avaient accès à la morgue après les heures normales. Certainement, mais je dois vous avertir que le docteur Malcolm Hutchinson, qui était le chef du département à l'époque, est décédé en 1983. Crise cardiaque soudaine. Homme encore jeune, seulement 52 ans. Lippy Thornton fit une note mentale. Très pratique. Et les autres membres de l'équipe? Le docteur Robert Whitman travaille encore ici, bien que maintenant dans l'aile cardiologie. Madame Sarah Fleming, notre technicienne de morgue, a pris sa retraite en 1987. Et nous avons James Crawford, qui était assistant en pathologie, mais il a déménagé en Écosse en 1976. Il a déménagé peu après la disparition de Victoria? Eh bien, oui, maintenant que vous le mentionnez. Seulement quelques semaines après, en fait. 1 heure plus tard, Lippy Thornton était dans le bureau du docteur Robert Whitman. Le médecin, maintenant âgé de 58 ans, semblait nerveux quand elle mentionna Victoria Ashford. Ses mains tremblaient légèrement en organisant inutilement des papiers sur son bureau. Docteur Whitman, comment était la relation entre Victoria et le docteur Hutchinson? Professionnel, toujours professionnel. Malcolm était très méticuleux, exigeait l'excellence de toute l'équipe. Il fit une pause évitant le contact visuel. Victoria questionnait parfois les procédures, mais c'est normal chez les médecins jeunes et ambitieux. Questionnait de quelle manière, le docteur Whitman ajusta nerveusement ses lunettes. Eh bien, elle avait ses propres théories sur certaines autopsies, pensait que nous devions enquêter plus profondément sur certains décès qui semblaient naturels. Malcolm lui rappelait toujours que notre fonction était de déterminer la cause médicale, pas de faire des enquêtes policières. Docteur Whitman, vous souvenez-vous d'un cas spécifique qui a causé des frictions entre eux? Le médecin hésita longuement. Il y avait le cas Henderson, mort soudaine d'un jeune homme de 25 ans, apparemment en bonne santé. Victoria insistait qu'il y avait des signes d'empoisonnement, mais Malcolm l'a classé comme mort cardiaque naturelle. Elle était perturbée. Et vous, quelle était votre opinion? Je faisais confiance au jugement de Malcolm. Il avait beaucoup plus d'expérience. Après avoir quitté le bureau du docteur Whitman, Lippy Thornton se dirigea vers la maison de Madame Sarah Fleming à Islington. L'ancienne technicienne de morgue, maintenant âgée de 68 ans, l'a reçue avec du thé et des biscuits maison dans sa petite maison mitoyenne. « Oh, chère Victoria !» soupira Madame Fleming. « Je savais qu'un jour quelqu'un poserait les bonnes questions. J'ai porté ce fardeau pendant 17 ans. » « Quel fardeau, Madame Fleming ?» Le docteur Hutchinson n'était pas l'homme que tout le monde pensait qu'il était. Victoria découvrit qu'il modifiait des rapports d'autopsie, dissimulait des morts suspectes, classait des meurtres comme morts naturelles. Lippy Thornton se pencha en avant. « Avez-vous des preuves ?» Victoria me montra les dossiers originaux avant qu'ils soient modifiés. Il y avait au moins 6 cas en 1975
où les découvertes initiales indiquaient un homicide, mais les rapports finaux disaient le contraire. Madame Fleming se leva et apporta une vieille boîte à biscuits. « J'ai gardé des copies. Victoria me demanda de les cacher, au cas où quelque chose lui arriverait. » Dans la boîte se trouvaient des photocopies de rapports d'autopsie préliminaires, tous avec des annotations manuscrites de Victoria soulignant les incohérences. Un nom apparaissait de façon répétée dans les marges. Vérifié avec l'inspecteur Davis. Connexion possible avec la famille Crawford. Madame Fleming. Qui était James Crawford? L'assistant en pathologie. Garçon étrange, toujours autour de la morgue en dehors des heures. Victoria l'attrapa plusieurs fois en train de fouiller dans les dossiers sans autorisation. Et il y avait autre chose. Elle baissa la voix. Victoria soupçonnait qu'il faisait chanter le docteur Hutchinson. Le faisait chanter pourquoi? Je ne l'ai jamais découvert exactement. Mais James avait trop d'argent pour un assistant. Voiture neuve, vêtements chers, et après que Victoria ait disparu, il disparut aussi. Le docteur Hutchinson dit que James avait obtenu un meilleur emploi en Écosse, mais vous n'y avez pas cru. Victoria m'avait dit qu'elle prévoyait de confronter le docteur Hutchinson le 15 décembre 1975. C'était un lundi. Elle allait présenter toutes les preuves et donner un ultimatum. Soit il confessait aux autorités, soit elle dénoncerait tout elle-même. Lippé Thornton sentit un frisson froid. Et elle disparut la nuit du 15 décembre. Madame Fleming hocha tristement la tête. Le jour suivant, le docteur Hutchinson dit que Victoria avait appelé, disant qu'elle avait une urgence familiale et qu'elle s'absenterait pour une durée indéterminée. Mais je connaissais Victoria. Elle m'aurait dit si elle voyageait. Quand Lippé Thornton retourna au commissariat, elle trouva des informations sur la plaque de la voiture qu'elle avait observée chez Madame Ashford. La Rover bleu foncé était enregistrée au nom de James Crawford, avec une adresse à Édimbourg, Écosse. Mais selon les registres, James Crawford avait été déclaré mort en 1988, supposément victime d'un accident d'escalade dans les Highlands écossaises. Son corps n'avait jamais été retrouvé. Lippé Thornton convoqua une réunion d'urgence avec son équipe le jeudi matin. La salle de briefing de Scotland Yard était tendue tandis qu'elle présentait les nouveaux développements de l'affaire Ashford. « Nous avons un homme officiellement mort conduisant dans les rues de Londres », dit-elle, collant des photos de James Crawford de 1975 sur le tableau, et toutes les preuves pointent vers lui comme complice dans le meurtre du docteur Victoria Ashford. Le sergent-détective David Palmer, un enquêteur expérimenté de 42 ans, étudia les documents. Si Crawford est vivant, cela signifie qu'il a simulé sa propre mort. Mais pourquoi? Parce que lui et le docteur Hutchinson opéraient un système de dissimulation d'homicide, répondit Lippé Thornton. Victoria l'a découvert et allait les exposer, alors ils l'ont éliminé. Mais Hutchinson est mort en 1983, observa l'agent détective Jenny Morrison, une jeune enquêtrice de 28 ans. Pourquoi Crawford reviendrait-il maintenant? Parce que nous creusons littéralement là où il ne veut pas que nous creusions, dit Lippé Thornton. La découverte des restes mortels de Victoria menace de tout révéler. Le SD Palmer pointa vers une pile de documents. J'ai vérifié les cas mentionnés par Madame Fleming. 3 des victimes avaient des connexions familiales avec des personnes influentes, un membre du Parlement, un juge et un homme d'affaires important. Si Hutchinson dissimulait des meurtres pour protéger ses gens, il était très bien payé pour cela, compléta Lippé Thornton, et Crawford était son complice. L'AD Morrison apporta de nouvelles informations. « Ma'am, j'ai suivi la Rover bleu foncé à travers les caméras de circulation. Hier soir, elle a été vue garée devant l'ancienne morgue de l'hôpital pendant 3 heures. Il surveille l'enquête, murmura Lippé Thornton. Nous devons l'attraper avant qu'il s'enfuit à nouveau ou détruise plus de preuves. Cet après-midi-là, l'équipe de surveillance fut positionnée autour de l'hôpital. Lippé Thornton resta dans l'ancienne morgue, maintenant transformée en scène de crime active, attendant que Crawford apparaisse à nouveau. À 19h30, quand les lumières de l'hôpital commencèrent à s'éteindre, un mouvement dans les ombres attira son attention. Une silhouette masculine s'approcha prudemment du chantier, portant une casquette et des lunettes de soleil, malgré la faible luminosité. « Cible en vue », chuchota-t-elle dans la radio. « Homme, environ 60 ans, s'approchant par l'est. » La silhouette examina la zone où les os de Victoria avaient été trouvés, puis se dirigea vers une section de la morgue qui n'avait pas encore été démolie. Avec une clé,
Il ouvrit une porte latérale et disparut à l'intérieur. Toutes les unités, s'il est entré dans le bâtiment, bougeaient silencieusement. L.I.P. Thornton et son équipe encerclèrent le bâtiment. À travers une fenêtre cassée, elle vit la lumière d'une lampe de poche bouger à l'intérieur. Crawford cherchait quelque chose désespérément, retournant débris et vieux meubles. Ils entrèrent silencieusement par l'entrée principale. Le bruit de Crawford, détruisant des choses, résonnait dans le couloir vide. L.I.P. Thornton fit signe à son équipe de se positionner. « Où est-ce » l'entendit-elle marmonner. « Ça doit être ici. Malcolm a dit que c'était ici. » L.I.P. Thornton alluma sa lampe de poche, éclairant directement Crawford. « Cherchez-vous quelque chose de spécifique, Monsieur Crawford? Ou devrais-je dire, Monsieur Thompson ?» L'homme se figea. C'était définitivement James Crawford, bien que plus âgé et avec des cheveux gris. Il avait encore la même carrure mince et les petits yeux nerveux que Madame Fleming avait décrits. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, dit-il, essayant de rester calme. « Je suis Robert Thompson, je travaille pour l'entreprise de démolition. »« Alors pourquoi avez-vous une clé de la morgue ?» demanda le SD Palmer, s'approchant par derrière. « Et pourquoi observiez-vous la maison de Madame Ashford hier ?» Crawford ou Thompson regarda autour désespérément, réalisant qu'il était cerné. « Vous ne comprenez pas, ça ne devait pas aller si loin. Victoria, elle n'écoutait pas. »« N'écoutez pas quoi ?» pressa L.I.P. Thornton. « Les avertissements. Malcolm essayait de la faire arrêter d'enquêter. Nous avons offert de l'argent, un transfert vers un autre hôpital, mais elle était trop têtue. Alors vous l'avez tuée. » Crawford s'effondra dans une chaise cassée. Le poids de 17 années de secret l'accablant finalement. « Malcolm l'a fait. J'ai seulement aidé à cacher le corps et à modifier les registres finaux. Et les autres cas? Combien de personnes sont mortes parce que vous avez dissimulé des preuves? Je ne sais pas. Peut-être une douzaine au fil des années. Les familles importantes payaient très bien pour que certains décès ne soient pas enquêtés en profondeur. L'A.D. Morrison s'approcha avec des menottes. « James Crawford, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre du docteur Victoria Ashford et pour entrave à la justice. » Pendant que Crawford était emmené, L.I.P. Thornton continua d'examiner l'endroit où il avait cherché. Derrière un classeur médical rouillé, elle trouva une petite boîte métallique. À l'intérieur se trouvaient plus de documents d'autopsie originaux et plus importants. Une liste détaillée des paiements reçus par le docteur Hutchinson entre 1973 et 1975. Les montants étaient astronomiques pour l'époque, des milliers de livres par cas dissimulés, et les noms des payeurs étaient exactement ce qu'elle attendait. Membres de l'élite londonienne dont les parents avaient été commodément déclarés morts de cause naturelle. Dans la salle d'interrogatoire de Scotland Yard, James Crawford était assis les épaules voûtées, finalement vaincu après 17 ans de fuite de son passé. L.I.P. Thornton et le SD Palmer se positionnèrent de l'autre côté de la table métallique, des documents éparpillés entre eux comme preuve de décennies de corruption. « Commençons par le début, Crawford, » dit L.I.P. Thornton allumant l'enregistreur. « Comment vous et le docteur Hutchinson avez-vous commencé ce système ?» Crawford soupira profondément, retirant ses lunettes pour nettoyer les verres avec des mains tremblantes. « Ça a commencé par hasard en 1973. Nous avions un cas, fils d'un lord qui est mort dans des circonstances suspectes, overdose, mais la famille voulait éviter le scandale. Et le docteur Hutchinson a accepté? Au début, il a hésité, mais la famille a offert 5 000 pour classer cela comme mort cardiaque naturelle. C'était plus d'argent que Malcolm gagnait en 6 mois. Crawford fit une pause, regardant ses propres mains. J'étais responsable des dossiers préliminaires. Il était facile de détruire les preuves de drogue dans le système. Le SD Palmer se pencha en avant. Et après, le mot s'est discrètement répandu parmi certaines familles. Bientôt, nous recevions 2 ou 3 cas par an. Malcolm faisait les vraies autopsies, trouvait des preuves d'homicide ou de suicide. Mais je modifiais les rapports finaux avant qu'ils atteignent les autorités. Et Victoria a découvert. Crawford hocha amèrement la tête. Elle était trop méticuleuse. A commencé à remarquer des discordances entre ses observations pendant les autopsies et les rapports finaux. Malcolm a essayé de la décourager, dit qu'elle était inexpérimentée, qu'elle voyait des choses qui n'existaient pas. Mais elle a persisté. Victoria a commencé à faire ses propres copies des découvertes préliminaires, cachait des documents, photographies, preuves physiques. Malcolm est devenu désespéré quand il l'a découvert.
Lee Thornton poussa une photographie de la scène de crime vers Crawford. « Parlez-moi de la nuit du 15 décembre 1975. » Crawford ferma les yeux, revivant le souvenir. Victoria avait programmé une réunion avec Malcolm après les heures de travail. Elle disait qu'elle avait assez de preuves pour tout exposer et qu'elle irait aux autorités s'il ne confessait pas. Où cela s'est-il passé? À la morgue. Victoria est arrivée à 20h30 avec un dossier plein de documents. Malcolm a essayé de négocier, a offert de partager les profits avec elle, promis d'arrêter le système, mais elle a refusé. Le SD Palmer prit des notes tandis que Crawford continuait, sa voix devenant plus basse. Malcolm a perdu le contrôle. Ils se sont disputés. Elle a menacé de partir et d'aller directement à la police. Il l'a attrapée par le bras, elle s'est dégagée et alors, Crawford avala difficilement. Il l'a étranglée de ses propres mains. Et vous étiez là? Je suis arrivé quand c'était déjà trop tard. Victoria était par terre, Malcolm en panique totale. Il m'a supplié de l'aider, a dit que si nous étions arrêtés, ma fille perdrait son père. Votre fille? Emma. Elle n'avait que 8 ans à l'époque. Ma femme était morte 2 ans plus tôt, et Emma était tout ce qui me restait. Crawford commença à pleurer silencieusement. Malcolm m'a convaincu que c'était elle ou moi, que la police ne croirait jamais que c'était un accident. Lee Thornton maintint le ton professionnel. Qu'avez-vous fait du corps? Malcolm a suggéré de cacher Victoria dans le mur de la morgue. Il a dit que personne ne soupçonnerait un pathologiste. Nous sommes habitués à la mort. Nous avons travaillé toute la nuit, enlevant des briques, créant l'espace caché. Et les os organisés anatomiquement? C'était l'idée de Malcolm. Il a dit que si quelqu'un trouvait éventuellement les restes, il penserait que c'était quelque spécimen médical ancien, pas un meurtre. Il a organisé les os comme il le ferait dans un cours d'anatomie. Le SD Palmer vérifia ses notes. Et ensuite, vous avez fait semblant que Victoria avait simplement quitté le travail? Malcolm s'en est occupé, a dit à l'hôpital qu'elle avait appelé pour informer d'une urgence familiale. A falsifié une lettre de démission avec une vieille machine à écrire. Comme elle était relativement nouvelle à l'hôpital, personne n'a beaucoup questionné. Mais vous avez fui en Écosse seulement quelques semaines après. Crawford hocha la tête. Je n'arrivais plus à dormir. Je voyais Victoria partout, entendais sa voix. Malcolm a dit qu'il vaudrait mieux que je disparaisse temporairement jusqu'à ce que les choses se calment. Et comment avez-vous falsifié votre propre mort? En 1988, Malcolm est devenu paranoïaque, a dit qu'il y avait des rumeurs à la police sur d'anciens cas qui étaient rouverts. Il a organisé mon accident dans les montagnes écossaises. Faux documents, témoins soudoyés. Officiellement, James Crawford est mort dans une chute pendant l'escalade. Mais vous avez pris une nouvelle identité. Robert Thompson. Malcolm m'a donné assez d'argent pour recommencer. J'ai vécu tranquillement à Édimbourg pendant des années, jusqu'à ce que je lise sur la démolition de la morgue dans les journaux. Lee Thornton mit l'enregistreur en pause. Crawford, comprenez-vous que votre confession implique la prison à vie et que plusieurs familles ont souffert d'injustice à cause de vos actions? Je sais. Il la regarda directement pour la première fois. Je sais que je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, mais je veux que les familles des victimes aient justice. J'ai une liste de tous les cas que nous avons dissimulés, incluant les noms de ceux qui ont payé. Crawford sortit un papier froissé de sa poche. J'ai gardé ceci pendant 17 ans, au cas où j'aurais un jour besoin de négocier. Il y a 23 cas au total, 23 familles qui méritent de connaître la vérité. 3 mois après l'arrestation de James Crawford, la cour de justice d'Old Bailey était méconnaissable. Des journalistes de toute l'Europe se pressaient sur les marches du bâtiment victorien, leurs caméras et microphones capturant chaque mouvement. L'affaire était devenue le plus grand scandale médico-légal de l'histoire britannique moderne. L'IP Margaret Thornton ajusta son manteau en montant les escaliers du tribunal, esquivant les flashs. À côté d'elle, Eleanor Ashford marchait avec une dignité renouvelée, soutenue par le bras de sa sœur Dorothy. À 87 ans, Eleanor avait trouvé des forces qu'elle ne savait pas posséder pour témoigner au procès de l'homme qui avait aidé à assassiner sa fille. « Madame Ashford », cria un reporter de la BBC, « comment vous sentez-vous sachant qu'il y aura enfin justice pour Victoria ?» Eleanor s'arrêta, se tournant vers les caméras avec des yeux qui avaient pleuré pendant 17 ans. « Victoria m'a toujours dit que la vérité est comme l'eau. Elle trouve toujours un chemin vers la surface. Aujourd'hui, ma fille aura enfin sa voix entendue. » À l'intérieur du tribunal,
L'atmosphère était solennelle et chargée. Le juge Sir William Pemberton, avec ses 62 années d'expérience juridique, présidait le procès le plus complexe de sa carrière. 23 familles étaient représentées dans la galerie, chacune cherchant des réponses sur des morts qui avaient été masquées comme naturelles. James Crawford entra au banc des accusés menotté, ses cheveux maintenant complètement blancs, le visage marqué par le poids de la culpabilité. Il portait un costume gris simple, ses mains tremblant légèrement tandis que son avocat, QC Richard Whitmore, organisait les documents de défense. Le procureur public, Sir Edmund Blackwood, un homme imposant de 58 ans connu pour sa rhétorique précise, se leva pour présenter l'affaire. Membre du jury, durant les prochains jours, vous entendrez parler d'une conspiration qui a duré 3 ans et coûté au moins 24 vies. Une conspiration qui a transformé un lieu sacré de médecine en un repère de corruption et de meurtre. Sir Edmund marcha lentement devant le jury, son regard fixé sur chacun des 12 citoyens. Le docteur. Victoria Ashford avait 34 ans quand elle découvrit que son mentor, le docteur Malcolm Hutchinson, vendait des vérités pour de l'argent. Elle aurait pu rester silencieuse, protéger sa carrière, vivre une vie confortable. Au lieu de cela, elle choisit le courage. Et ce choix lui coûta la vie. Durant la première semaine, les témoins défilèrent au tribunal comme des fantômes du passé. Madame Sarah Fleming, maintenant âgée de 71 ans et utilisant une canne, monta à la barre des témoins avec une détermination de fer qui défiait son apparence fragile. « Victoria est venue me voir 3 jours avant de mourir », dit Madame Fleming, sa voix claire résonnant dans le tribunal silencieux. Elle était terrifiée mais déterminée. Elle m'a montré les documents qu'elle avait copiés, les preuves que le docteur Hutchinson modifiait les rapports d'autopsie. Le procureur présenta les photocopies que Madame Fleming avait gardées pendant 17 ans. Et que vous a demandé de faire le docteur Ashford avec ces documents? Elle m'a fait promettre que, si quelque chose lui arrivait, j'apporterais ces preuves à la police. Elle a dit qu'elle ne pouvait faire confiance à personne d'autre à l'hôpital. Madame Fleming fit une pause, s'essuyant les yeux. J'aurais dû aller à la police immédiatement après sa disparition. J'ai porté cette culpabilité pendant des décennies. Le docteur Robert Whitman fut le suivant à témoigner, mais son apparition fut très différente. L'homme qui avait autrefois été respecté au St. Bartholomew's faisait maintenant face à ses propres accusations de complicité. Ses avocats avaient négocié un accord en échange de son témoignage contre Crawford. « Docteur Whitman, » dit Sir Edmund, « saviez-vous des activités illégales du docteur Hutchinson ?» Whitman, visiblement embarrassé, évita le regard des familles dans la galerie. « Je soupçonnais que quelque chose n'allait pas. Il y avait des incohérences dans les rapports, des cas qui n'avaient pas de sens. Mais le docteur Hutchinson était le chef du département. Je ne questionnais pas son autorité. Mais vous n'avez jamais signalé ces soupçons? Non. La réponse sortit comme un murmure. J'avais peur de perdre mon emploi, ma réputation. C'était de l'égoïsme pur. Le moment le plus dramatique de la première semaine vint quand Margaret Henderson monta à la barre des témoins. Veuve depuis 17 ans, elle avait passé presque 2 décennies croyant que son mari était mort de cause naturelle. « Madame Henderson, » dit Sir Edmund doucement, « pouvez-vous nous parler de votre mari ?» Margaret Henderson, une femme élégante de 53 ans, aux cheveux châtains soigneusement arrangés, respira profondément. David était professeur d'histoire à University College London. Il avait 28 ans, était athlétique, en bonne santé. Il n'avait jamais eu de problème cardiaque. Et comment est-il mort? Officiellement, crise cardiaque soudaine, mais maintenant je connais la vérité. Elle regarda directement Crawford. Il a été empoisonné par son propre frère, Robert, qui voulait l'héritage familial. Robert a payé 3 000 pour que le docteur Hutchinson classe la mort comme naturelle. La voix de Margaret commença à trembler. J'ai vécu 17 ans à me culpabiliser. Je pensais que j'aurais pu prévenir si j'avais remarqué des signes de problèmes cardiaques. J'ai consulté des spécialistes, changé mon régime, celui des enfants, tout basé sur un mensonge. Quand l'avocat de la défense essaya de questionner sa certitude sur l'empoisonnement, Margaret Henderson explosa. « J'ai la certitude parce que Robert a avoué. Quand il a appris que l'affaire était rouverte, il est venu me voir en panique. Il a tout admis. Le poison, le pot de vin, le mensonge qui a détruit ma famille pendant presque 2 décennies. »
La deuxième semaine apporta des révélations encore plus dévastatrices. L'inspecteur principal Thornton présenta des preuves financières montrant que le docteur Hutchinson avait reçu plus de 50 000 entre 1973 et 1975, une fortune pour l'époque. Les familles payeuses incluaient un membre du Parlement, 2 juges, un entrepreneur minier et plusieurs membres de l'aristocratie, expliqua l'I.P. Thornton. Chacune avait un parent dont la mort véritable causerait un scandale public. Les registres bancaires de Crawford montraient des dépôts réguliers correspondant à 30% des paiements reçus par Hutchinson. Il n'était pas seulement un complice réticent, continua Thornton. Il était un partenaire actif dans l'affaire. Le point tournant vint quand Crawford décida de témoigner en sa propre défense contre l'avis de ses avocats. Il monta à la barre des témoins visiblement émus, ses mains tremblant en jurant de dire la vérité. « Monsieur Crawford, dit son avocat, s'il vous plaît, racontez au jury la nuit du 15 décembre 1975. » Crawford ferma les yeux comme s'il revivait le moment. « Victoria est arrivée à la morgue à 20h30. Je finissais de nettoyer les instruments quand j'ai entendu des voix agitées dans le bureau du docteur Hutchinson. »« Qu'avez-vous entendu ?» ?»« Victoria disait qu'elle ne pouvait plus faire semblant de ne pas voir ce qui se passait. Elle disait qu'elle avait copié assez de preuves pour tout exposer et que Malcolm avait jusqu'au lendemain matin pour confesser, ou elle irait aux autorités. » La respiration de Crawford devint plus difficile. Malcolm est devenu désespéré, l'a supplié de reconsidérer, a offert de l'argent, un partenariat dans le système. Victoria s'est levée pour partir, a dit qu'elle avait déjà décidé. Et alors? Malcolm l'a attrapée par le bras. Elle s'est dégagée. Il a complètement perdu le contrôle. Ils se sont battus et alors Crawford s'arrêta, incapable de continuer. « Monsieur Crawford, j'ai besoin que vous finissiez. » Il l'a étranglée, de ses propres mains. Je suis arrivé quand c'était déjà trop tard. Un silence sépulcral s'empara du tribunal. Dans le banc familial, Eleanor Ashford pleurait silencieusement, entendant enfin les détails de la mort de sa fille. « Pourquoi n'avez-vous pas appelé la police immédiatement ?» demanda le procureur pendant le contre-interrogatoire. « Parce que Malcolm m'a convaincu que nous serions tous les deux détruits. Il a dit que personne ne croirait que c'était un accident, que je serais considéré comme complice. » Crawford regarda Eleanor Ashford. « Et parce que j'étais un lâche, j'avais une petite fille et ne voulais pas qu'elle grandisse, sachant que son père était en prison. Alors vous avez décidé de cacher le corps. Malcolm a suggéré de la cacher dans le mur de la morgue. Il a dit que personne ne soupçonnerait, que nous pourrions faire croire qu'elle avait simplement quitté le travail. » Crawford avala difficilement. « Nous avons travaillé toute la nuit. Malcolm a organisé les os comme il le ferait dans une démonstration anatomique, a dit que si quelqu'un trouvait, il penserait que c'était quelque spécimen médical ancien. » Le procès dura 3 semaines. 42 témoins témoignèrent, incluant des membres de famille de toutes les 23 victimes connues. Documents médico-légaux, registres bancaires et preuves physiques créèrent un tableau irréfutable de corruption systématique. Durant les plaidoiries finales, Sir Edmund Blackwood fit un appel passionné au jury. Le docteur Victoria Ashford est morte parce qu'elle croyait que la vérité était plus importante que l'argent, plus importante que le pouvoir, plus importante même que sa propre sécurité. Elle représentait tout ce qu'il y a de meilleur en médecine légale, intégrité, courage, dévouement à la justice. Il pointa Crawford. Cet homme et son complice décédé n'ont pas seulement pris la vie d'une docteure extraordinaire. Ils ont volé la vérité à 23 familles, nié la justice à 23 victimes et corrompu l'institution même qui devrait protéger les morts et consoler les vivants. L'avocat de la défense fit un dernier plaidoyer pour la clémence, argumentant que Crawford avait été manipulé par un homme plus âgé en position d'autorité. Mon client était jeune, inexpérimenté, terrifié. Le docteur Hutchinson a exploité ses peurs pour le transformer en complice. Mais quand Crawford fit sa déclaration finale, il détruisit lui-même tout espoir de clémence. « Je ne peux pas blâmer seulement le docteur Hutchinson, » dit-il, regardant directement le jury. « J'ai choisi de participer. J'ai choisi l'argent plutôt que la justice. J'ai choisi de protéger ma propre famille aux dépens d'autres familles qui méritèrent la vérité. » Il se tourna vers Eleanor Ashford. « Madame Ashford, je sais que mes excuses ne peuvent pas ramener Victoria. Mais je veux que vous sachiez que votre fille est morte parce qu'elle était assez courageuse pour faire ce qui était juste. Elle était une personne extraordinaire,
Et le monde a perdu quelqu'un de spécial à cause de ma lâcheté. La délibération du jury ne dura que 4 heures. Le verdict fut unanime sur toutes les accusations. Coupable de meurtre au second degré, entrave à la justice, conspiration et fraude. Le tribunal resta dans un silence absolu quand le président du jury lut le verdict. Le juge Sir William Pemberton condamna Crawford à la prison à vie, avec possibilité de libération conditionnelle seulement après 25 ans. « James Crawford, dit-il, vos actions n'ont pas seulement pris la vie d'une docteure brillante, mais ont aussi nié la justice à des dizaines de familles pendant presque 2 décennies. La société fait confiance aux professionnels médicaux pour protéger la vérité sur la mort. Vous avez violé cette confiance de la manière la plus grave possible. » Après le procès, L.P. Thornton rencontra Eleanor Ashford sur les marches du tribunal. La dame âgée embrassa la détective fermement, ses larmes mélangent de soulagement et de tristesse. « Merci », chuchota Eleanor. Victoria disait toujours que la vérité finirait par remonter à la surface. Elle avait raison. « Votre fille était une héroïne, Madame Ashford. Elle est morte en défendant quelque chose de plus grand qu'elle-même. » 6 mois plus tard, un mémorial fut érigé au cimetière de Highgate, où Victoria Ashford reçut enfin l'enterrement qu'elle méritait. La pierre tombale de marbre noir portait une inscription simple mais puissante. Dr Victoria Ashford, défenseur de la vérité, voix de ceux qui ne peuvent parler. Eleanor créa la fondation Victoria Ashford pour soutenir les médecins légistes qui faisaient face à des pressions pour compromettre leur intégrité professionnelle. Victoria croyait que la médecine devait servir la vérité, pas les puissants, dit-elle durant la cérémonie d'inauguration. L'affaire mena à des réformes significatives dans le système médico-légal britannique. De nouveaux protocoles furent implémentés pour prévenir les modifications de rapports d'autopsie, et un système de révision indépendant fut établi pour les cas controversés. James Crawford purgeait sa peine à la prison de Pentonville, participant à des programmes de réhabilitation et répondant aux lettres de famille cherchant la closure. Sa fille Emma, maintenant avocate des droits humains, lui rendait visite mensuellement, essayant de réconcilier le père qu'elle aimait avec l'homme qui avait aidé à détruire tant de vies. L'ancienne morgue du St. Bartholomew's fut transformée en centre d'études d'éthique médicale, avec une plaque spéciale honorant le docteur Victoria Ashford. Des étudiants en médecine de tout le Royaume-Uni visitaient le lieu pour apprendre l'importance de l'intégrité professionnelle. Dans son bureau à Scotland Yard, L.P. Thornton gardait une photographie de Victoria sur son bureau, la jeune docteure souriant le premier jour à l'hôpital, rayonnante d'espoir et de détermination. C'était un rappel constant que la justice, même tardive, finit par triompher. « La vérité trouve toujours un chemin », murmurait-elle parfois, regardant la photo. « Toujours. » Et dans la tranquillité du cimetière de Highgate, où Victoria Ashford reposait enfin en paix, le vent semblait chuchoter son assentiment, portant son histoire comme un témoignage éternel que le courage individuel peut illuminer même les ténèbres les plus profondes. 17 ans après sa mort, le docteur Victoria Ashford avait enfin remporté sa dernière bataille pour la vérité.